Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Guillaume Laurent et Michel Heron, fondateurs d'Athlete.ch. Bonjour. Ciao. Bonjour. Alors, toute cette discussion va tourner autour du credo d'Eliud Kipchoge, recordman du monde du marathon. No human is limited. Aucun humain n'a de limite. Alors, première question, est-ce que vous considérez cette citation comme vérité ou plutôt objet de motivation? Guillaume. Pour moi, c'est un drôle de mélange entre une manière de voir les choses qui serait peut-être ou sans doute celle d'Eliud et puis qui est peut-être celle des Kenyans de manière plus générale et puis un slogan commercial qui a été récupéré et qui a été simplifié pour pouvoir parler à tout le monde. Donc je pense que c'est en même temps, je ne sais pas si c'est une vérité, mais en tout cas une manière de voir les choses authentiques de la part d'Eliud et puis dans un deuxième temps une récupération commerciale pour faire un slogan. Ouais. Ça viendrait d'Eliud Kipchoge, mais ça serait aussi l'utilisation de Nike pour sa promotion. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Je pense que c'est Nike qui comme tout bon publiciste, Michel me dira le contraire, me corrigera si je dis faux, comme tout bon publiciste, ils vont chercher quelque chose qui existe, une ressource quelque part, et puis ils en font quelque chose de commercial, parce que le commercial à partir de rien, ça ne marchera pas. Donc ils vont chercher quelque chose qui touche les gens, qui existe, qui est pas vrai, mais qui est du moins authentique. Ouais, qui est de l'ordre d'une expérience. Eliud Kipchoge, comme tous les athlètes de bon niveau qui cherchent à progresser, ont pour expérience qu'il n'y a pas de limite. Le but, c'est de repousser ces limites. Et puis, plus on pense aux limites, les Africains pensent moins aux limites que nous. Plus on pense aux limites, moins on arrivera à les dépasser. Et, ce qui fait la force des Africains, puis de notre Africain blanc, Julien Wanders, c'est que, à vrai dire, il ne pense pas du tout en termes de limites. Et pour le dire avec des concepts un peu philosophiques, à vrai dire, c'est un accompagnement productif de toutes ces énergies. Guillaume parlait de ressources, mais il y a des énergies incroyables au fond de chacun. Et puis ce que fait l'athlète, le sportif en général, l'entraîneur qui l'accompagne, c'est d'accompagner ses forces jusqu'à leur plus haut niveau. Et ça donne des résultats très surprenants qui surprennent même les athlètes eux-mêmes. Le grand public a aussi tendance à beaucoup parler de génétique, notamment aussi pour les coureurs kenyans. Selon votre expérience d'entraîneur et aussi d'athlète, à quel point la génétique joue-t-elle vraiment un rôle dans la performance sportive selon vous? Elle joue un rôle immense. Le sport est profondément injuste. Si on est petit, mou, pas tonique, on n'a absolument aucune chance d'arriver à quoi que ce soit. Donc la génétique est capitale. Après, il faut s'entendre par génétique. La génétique actuellement elle est évolutive, c'est pas qu'on a un bagage génétique définitif, ça rejoint ce que je disais avant, si on accompagne productivement ces forces qui sont en nous, on arrive à déplacer des toutes petites choses génétiques, mais si on est petit, trapu, lent, mou, on fera jamais quelque chose de bien sur 100 mètres. Un trapu peut-être. Il y a une athlète qui fait beaucoup parler d'elle, notamment autour de sa génétique, c'est Caster Semenya. Donc une athlète qui a un taux de testostérone plus élevé que la moyenne chez les femmes. Aujourd'hui, la Fédération internationale, l'IAAF, veut réguler ce taux de testostérone avec des médicaments. Est-ce que vous trouvez que c'est déontologiquement parlant acceptable? Ça dépend ce qu'on entend par déontologiquement. C'est un terme un peu délicat. Au principe, c'est un terme qui s'applique à un domaine particulier, donc soit une profession, soit quelque chose. Donc déontologiquement, dans ce cadre-là, je ne sais pas si on peut dire. Après, c'est une question bizarre parce que c'est une question humaine qui est récupérée par des gens, notamment à l'IAAF, qui ont des intérêts qui ne sont pas humains, mais qui sont commerciaux. Donc à vrai dire, ma réponse est un peu la même que tout à l'heure. Mais est-ce que Caster Semenya a vraiment un réel avantage avec son taux de testostérone? Ouais, là clairement, mais comme Guillaume doit courir contre des garçons qui ont un réel avantage génétique sur lui, c'est comme ça. Non, la grande question qui est très problématique, c'est que ce que nous apprend la génétique, non seulement traditionnelle, mais aussi évolutive comme elle est aujourd'hui, c'est qu'à vrai dire, la distinction homme-femme, elle est tout à fait artificielle. Et puis que ça dépend de très peu de choses, qu'on soit un homme ou une femme, et puis qu'on peut avoir des épaules de déménageur et d'être une femme, et puis avoir des épaules toutes frêles
est d'être un homme. Et puis la grande question, et le débat est particulièrement intéressant, la grande question c'est est-ce que ces catégories sont justes? Et dans tous les autres domaines de la société, ces catégories sont en train d'éclater. Donc Caster Semenya, c'est la brebis galeuse d'une vieille vision du monde et du sport. Mais à vrai dire, une chance énorme d'un potentiel très différent de ce qui se fait habituellement. Ce n'est pas la première. Hein. Certaines des meilleures coureuses ou lanceuses ressemblaient comme diablement à des lanceurs et à des coureurs. Ouais, c'est une question intéressante, à mon avis, et qui va poser encore beaucoup de problèmes, puisqu'elle a de nouveau le droit de courir actuellement. Je ne sais pas quand on sera en ligne, mais là, actuellement, elle a de nouveau le droit de courir. Hein. Et comment est-ce que vous voyez son avenir? Vous pensez qu'elle pourra courir toujours dans ces catégories-là? Moi, ce que je vois vis-à-vis de son avenir, c'est qu'elle va faire des bringues à juste titre jusqu'aux Jeux Olympiques. Elle deviendra championne olympique, puis il y aura un accord tacite comme quoi elle sortir de la circulation. Mais ça ne sera que de laisser la place à d'autres. La question, c'est qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un sportif? Puis ces questions-là, l'I2AF n'a pas les moyens d'y répondre autrement que par une vieille réponse éculée. Et donc ce problème ne sera pas réglé d'ici les prochaines années? Non, il ne sera pas réglé, surtout que s'il y a une femme qui bat toutes les autres fillettes, si on peut faire une différence comme ça, personne ne sera d'accord, les sponsors ne seront pas d'accord. Enfin, il y a un réel problème. Ouais. Et ça va être le problème du sport. C'est le problème de l'athlétisme aujourd'hui, mais ça va être le problème du sport féminin à l'avenir. Il y a plein de manières de faire différentes qui s'ouvrent, où il y aurait peut-être qu'une catégorie. Alors, il y en a qui seraient d'accord, pas d'accord, etc. Mais ça va être un grand débat. Le problème pour l'instant, c'est que c'est un débat qui n'est pas tenu par des gens qui sont prêts pour penser ces choses qui sont quand même terriblement compliquées. On parle souvent dans l'athlétisme de records. Est-ce que vous pensez qu'ils vont continuer à tomber et de quelle manière et par quels moyens? Moi j'ai déjà beaucoup parlé. Bonne question. Oui, a priori, ils vont continuer à tomber parce qu'il y a une évolution, parce que l'être humain apprend toujours mieux. Donc oui, à mon avis, ils vont continuer à tomber. On retrouve cet accompagnement productif qu'on disait. Les énergies sont plus ou moins les mêmes, voire peuvent augmenter. Et puis si on les accompagne mieux, que ce soit par un bon entraînement, par une bonne technique, par un bon supplément scientifique, médicamenteux ou de matériel, ça peut aller toujours plus loin. Ouais. Il y a Guillaume qui a parlé d'équipement justement. Par exemple, pour donner un contexte à cette question, l'année passée il y a eu le Breaking 2 Project de Nike. Donc le but c'était qu'Eliud Kipchoge passe en dessous des 2 heures. Ils ont créé. Il y a le l'Ineos Project qu'on suivra assurément. Et donc ils ont créé un nouveau modèle de chaussures pour cette occasion, la Vaporfly. Et l'IAAF a décidé de ne pas homologuer cette chaussure. Si on limite la progression de l'équipement, est-ce que les records vont quand même continuer à tomber? Bon, la problématique de la chaussure, c'est de nouveau, c'est vraiment une toute petite pointe de l'iceberg qui est énormément médiatisée parce que Nike veut qu'elle soit énormément médiatisée, donc c'est une question qui est vraiment mise en avant. Mais à vrai dire, le sport, c'est horriblement injuste. Question matérielle, question moyens. L'athlétisme, c'est peut-être un des sports les plus justes et donc les plus universels parce que ça demande peu de moyens, du moins la course à pied. Mais par exemple, un sport comme le tennis ou le golf, ou le ski, c'est ségrégué de manière totale par les moyens. Et même l'athlétisme, si on commence à parler de moyens médicaux, de suivi médical, d'équipement, c'est un sport qui est absolument injuste. Donc après, une chaussure en plus, une chaussure en moins, est-ce que la chaussure doit être commercialisée ou pas commercialisée? Finalement, peu importe, parce que même si elle est commercialisée à $250, il restera que 99% des candidats à être des bons athlètes n'auront jamais les moyens de se les acheter. C'est un peu un attrape-nigo. À vrai dire, la chaussure, elle fait la différence elle fait une toute petite différence à extrêmement haut niveau. Mais si on met une super godasse à l'athlète dont je parlais tout au début, qui est mou et sans aucune qualité, ça ne va rien changer du tout. C'était pas moi dont tu parlais. Non, pas du tout. Donc l'important c'est l'entraînement.
y a plein de facteurs, c'est tout. L'équilibre, d'abord il faut trouver un équilibre, après il faut déranger l'équilibre par l'entraînement de manière avisée, il faut faire en sorte de ne pas être blessé, il faut apprendre à se connaître. Et à partir d'un certain niveau, puis c'est vrai que l'argument commercial c'est différent parce que le but de Nike c'est de vendre des godasses, c'est pas d'avoir des coureurs rapides. Donc c'est pour la masse, c'est pas pour l'élite. Et puis là où c'est un attrape-nigo, c'est que les populaires vont se ruer sur ces chaussures en pensant qu'ils vont gagner quelque chose, qu'ils peuvent travailler en venant dans un bon groupe d'entraînement, faire un travail sérieux, quoi. Donc Michel, vous êtes entraîneur et Guillaume, vous avez travaillé avec Michel depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de marge dans les techniques d'entraînement? Donc les techniques d'entraînement ont toujours évolué. Il y a eu, depuis Zatopek, il y avait un entraînement militaire. Ça a énormément évolué vers un entraînement plutôt très scientifique et académique. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de marge de progression dans l'entraînement ou ça va plutôt jouer dans la récupération? Non, je pense que l'entraînement c'est un apprentissage continu, donc c'est vrai sur l'échelle d'une carrière d'un athlète qui dure peut-être 10 ans, c'est vrai sur l'échelle d'un entraîneur qui peut durer le double, le triple ou le quadruple, et puis c'est vrai aussi à plus grande échelle. Donc si les expériences et les ressentis arrivent à s'additionner, à se mettre ensemble, il y a une évolution qui est possible. Est-ce que la cryothérapie qui est énormément utilisée ces dernières années a un grand facteur dans cette récupération? Même réponse que pour les chaussures, je pense que la cryothérapie, c'est quelques personnes qui font un peu d'argent et qui en parlent beaucoup. Et pour, je ne sais plus ce que c'était le chiffre que je donnais avant, mais 99% ou 99,99% des gens ou des athlètes, c'est pas un thème, soit parce qu'ils n'ont absolument pas les moyens, soit même pas connaissance, soit que ça n'existe pas. Donc c'est une question vraiment qui touche les gens qui ont des problèmes de luxe. Est-ce que vous, personnellement, vous utilisez la cryothérapie? Moi, je mets les jambes dans le lac des fois après l'entraînement, mais à partir de mai, il n'est plus vraiment très froid. C'est plutôt de la balnéothérapie que de la cryothérapie. Merci beaucoup Guillaume et Michel d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous avez des news pour Athlé.ch, des nouveaux projets en cours? Des news, il y a surtout une chose nouvelle, c'est qu'on a créé une famille de supporters. Ouais, c'est bien ça. La force d'Athlé.ch, c'est d'avoir du succès auprès des athlètes, des organisateurs, des fans, etc. Mais que la plupart de notre travail n'est pas du tout rémunéré. Et puis on a lancé, grâce à un ami cher, on a lancé une famille de supporters. Donc ça coûte 50 francs. Et tous ceux qui lisent ou qui regardent une vidéo ou qui regardent des photos d'Athlé.ch feraient bien de payer cette cotisation. Ça nous aidera à faire notre travail encore mieux, aller encore plus dans ce qui n'est pas du tout Eliud Kipchoge et Julien Wanders, qui sont des extraterrestres, mais plus dans ce qui fait notre sport et qui est l'apprentissage d'une expérience de vie, d'un partage avec les autres, de ses sensations, de ses souffrances et de ses joies à la fin, si ça se passe bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Est-ce que c'est difficile de vivre d'Athlé.ch? C'est impossible. C'est pas que c'est difficile. Vous avez d'autres activités? Ce qu'il y a, c'est qu'Athlé.ch, c'est un média, et puis le travail médiatique, enfin des partenariats avec des grandes manifestations, mais qui ne suffit jamais. On va dire, le travail médiatique, il n'est pas payé. Si on suit un athlète, même s'il s'appelle Julien Wanders à Ras Al Khaimah, ça coûte 2500 francs, et puis il n'y a personne qui paye ça. Donc, sauf les supporters maintenant qui peuvent participer à payer. Puis autrement, on doit faire d'autres choses. On fait des activités de promotion, vidéo et autres. Moi, je suis traducteur, je fais de l'animation, je fais différentes choses pour pouvoir permettre à Athlé.ch d'exister, puis surtout transmettre des valeurs qui, encore une fois, ne sont pas celles d'Eliud Kipchoge, même que pas de celle de l'armée de publicistes qui l'entourent et qui essayent de faire du fric, quoi. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à aller consulter Athlé.ch. Et pour nous, on se retrouve pour de nouveaux projets, articles sur Pourquoi pas Paris Sport. Et n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube.